Histoire, terminale, thème 1. Fragilité des démocraties, régime totalitaire et Seconde Guerre mondiale. Petit 3. L'émergence d'un chômage de masse et les politiques de relance. Le chômage de masse. On voit ici sur ce graphique l'augmentation du nombre de chômeurs recensés dans le monde, en vert, en millions, et en rose, la baisse de la production industrielle mondiale. Il s'agit d'une mesure avec un indice mensuel, l'indice 100 étant en janvier 1929, revoir le tutoriel sur le calcul de l'indice. On rappelle que la crise est un moment de retournement de la conjoncture, donc c'est un moment bref entre la prospérité et la dépression. La dépression dure sur plusieurs années. Le maximum du chômage aux États-Unis est en mars 1933, 12,6 millions de chômeurs, 25,2% de la population active. On peut donc parler de chômage de masse. Ce chômage de masse est donc la conséquence de la crise bancaire, puis de la crise économique. On a maintenant une crise sociale. Cette crise entraîne des manifestations de chômeurs, comme ici à New York en 1930, ou des marches de la faim. On a ici un exemple d'une marche pacifique des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais en France touchés par le chômage en décembre 1933, donc marcheurs de la faim. Cette photographie de Dorothea Lange aux États-Unis qui représente une mère qui est obligée de se déplacer à cause de la crise dans les campagnes est restée un symbole de cette grande dépression des années 30. Il n'y a pas encore de système de protection sociale, ce que l'on va appeler un État-providence, et donc chaque individu qui perd son emploi est laissé livré à lui-même ou ne peut compter que sur la charité. Face à ce chômage de masse, quelles sont les politiques de relance ? Lorsque la crise survient, ce sont plutôt des libéraux en économie qui sont au gouvernement. C'est l'idée que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. C'est le cas par exemple du président américain républicain Herbert Hoover qui estime que la prospérité est au coin de la rue. Cela ne marche pas vraiment puisque son nom est resté associé aux bidonvilles, les Hoovervilles. Les libéraux comme Herbert Hoover s'appuient sur la théorie des cycles économiques selon laquelle se succèdent période de croissance, moment de crise, puis période de dépression, puis retour à la croissance d'une façon naturelle sans que l'État intervienne. Dans cette théorie des cycles, la crise est le moment de retournement de la conjoncture. La conjoncture, c'est la situation économique, suivie d'une période plus longue de dépression, marquée par le ralentissement de l'activité économique, mais qui débouche de nouveau sur une période de prospérité, et ainsi de suite. C'est la notion de cycle. Ça revient tout le temps. Cependant, face à l'échec de ces politiques libérales en économie et le chômage de masse, d'autres idées émergent, en particulier celle de l'économiste Keynes, qui s'est fait connaître déjà après la Première Guerre mondiale sur les conséquences économiques de la paix. Il critiquait le montant trop important des réparations infligées à l'Allemagne. En 1936, il publie un livre de référence, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui le rend très célèbre. Il y préconise une intervention de l'État dans l'économie à travers des politiques publiques favorisant l'investissement et la consommation. Donc cela donne naissance à ce qu'on va appeler le keynésianisme, l'idée que l'État peut intervenir dans l'économie, même dans un système capitaliste. N'oublions pas que depuis 1917, il y a un système communiste en URSS où l'État dirige l'économie. Donc là, l'idée, ce n'est pas de basculer dans le communisme, mais de rester dans le capitalisme tout en faisant intervenir l'État, ce qui était révolutionnaire. En novembre 1932, un nouveau président est élu aux États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Il présidera le pays de mars 1933 à sa mort en 1945, en étant réélu donc 3 fois de suite. Il fait 4 mandats. C'est d'ailleurs après
Roosevelt que sera votée l'interdiction de se présenter plus de 2 fois de suite aux élections présidentielles américaines. Ce graphique résume les principes d'une politique de relance par la consommation. L'intervention de l'État se manifeste par une politique de grands travaux et des aides sociales. Certes, il y a une augmentation des dépenses de l'État, mais l'idée c'est que les aides sociales entraînent l'augmentation des revenus individuels, l'augmentation de la consommation, la croissance économique. La politique des grands travaux entraîne la diminution du chômage, la croissance économique, et donc tout cela entraîne une augmentation des recettes de l'État qui amène à l'équilibre budgétaire et permet donc de restituer la situation initiale. Cette politique s'appelle le New Deal, la nouvelle donne, et c'est une expression qui reste encore aujourd'hui. Par exemple, les démocrates veulent aux États-Unis un Green New Deal, c'est-à-dire une politique de transition écologique. Voici ici un exemple d'une politique de grands travaux. On voit que l'État donne du travail à des chômeurs pour réaliser ici des routes, mais il peut s'agir aussi de barrages hydroélectriques, de voies ferrées, d'écoles, de logements ou de travaux de reboisement. L'héritage de cette politique du New Deal menée par les démocrates est encore important aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les lois sociales. C'est toujours la base de la protection sociale aujourd'hui aux États-Unis. Malgré quelques succès, la prospérité économique n'est pas encore tout à fait restaurée en 1939. L'endettement de l'État s'accroît. C'est surtout lié au fait que ces politiques de relance sont isolées. Cependant, le grand mérite du New Deal aux États-Unis est de s'être fait dans un contexte démocratique, alors que les politiques de relance dans certains pays, comme en Allemagne, se font à base d'investissements dans des politiques d'armement, et cela débouche sur la Seconde Guerre mondiale. En France, la politique de relance est menée par le Front populaire. À la tête du Front populaire, on a le chef du Parti socialiste qui s'appelle à l'époque la SFIO et qui s'appelle donc Léon Blum. SFIO, c'est Section française de l'Internationale ouvrière, donc le Parti socialiste de l'époque. Le Front populaire est une alliance pour les élections de 1936 entre les socialistes et puis à leur droite les radicaux qui sont un parti du centre sur l'échiquier politique, ici en orange, et sur leur gauche avec les communistes qui sont ici en violet. Cette victoire du Front populaire donne énormément d'espoir au peuple et en particulier aux ouvriers dans ce contexte de crise. Victoire sur la misère, titre le quotidien du syndicalisme. Cependant, les ouvriers craignent que le gouvernement du Front populaire ne tienne pas ses promesses. Pain, paix, liberté, c'était son programme. Aussi, il décide de se mettre en grève pour faire pression sur ce gouvernement. Ces grèves se déroulent dans les usines pour empêcher que les patrons n'embauchent des chômeurs pour remplacer les grévistes. Le gouvernement signe donc des accords avec le patronat. Le 8 juin 1936, ce sont les accords Matignon et ils mettent en place par exemple la semaine de 40 heures. On a ici une affiche qui est opposée au Front populaire, puisque c'est la droite libérale qui ne veut pas que l'État intervienne pour fixer la durée du travail. Et c'est une affiche donc qui critique et cette intervention et les 40 heures. Le Front populaire instaure aussi des congés payés, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que le dimanche et qui avait été gagné de haute lutte. On a aussi ici une caricature qui est cette fois favorable au Front populaire, mais qui se moque des craintes de la droite libérale. Succès ou échec de ces politiques de relance? Succès d'un certain côté, car il y a une atténuation des conséquences économiques et sociales réelles de la crise de 1929. Échec cependant, car les difficultés sont toujours présentes à la fin des années 30 en 1939.
Est-ce qu'une crise suivie d'une dépression d'une telle ampleur peut se renouveler aujourd'hui ? On peut se poser la question, comme par exemple avec la crise de 2008 qui fait suite à la crise des subprimes aux États-Unis en 2007. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, des institutions internationales sont mises en place pour justement mettre en avant une politique de concertation pour éviter l'isolement, le repli sur soi, le protectionnisme qui a caractérisé cette grande dépression et a largement augmenté l'impact de la crise. Est-ce que cette crise est à l'origine de la Seconde Guerre mondiale ? On trouve parfois cette explication. Certes, cette crise a eu un impact aussi bien économique que politique. Cependant, on verra que les facteurs à l'origine de la Seconde Guerre mondiale sont beaucoup plus complexes.